Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'actualité principale de cette fin d'année 2019 dans le milieu économique. Le franc CFA change de nom, de gestionnaire et de fonctionnement. Les nouvelles ont été données par le président de la République Alassane Ouattara le samedi 21 décembre dernier à la faveur de la visite officielle du président français Emmanuel Macron. Quels sont les enjeux de ces réformes? Quels mécanismes mettre en œuvre pour réaliser le projet? Quelles sont les conséquences de ces mesures? Ça fait l'actualité, s'intéresse à la question. Je vous propose d'écouter ce qu'il convient d'appeler la déclaration, ou si vous voulez, l'annonce historique d'Abidjan sur les réformes du franc CFA. C'est un extrait du discours du président de la République, Alassane Ouattara. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Sur ce plateau, le professeur Tchétché Nguessan, professeur titulaire, il est directeur honoraire du CIRES et antérieurement administrateur du groupe de la Banque africaine de développement BAD. À ma droite, donc à votre gauche, le professeur Emmanuel Akabrou, il est maître de conférence agrégé d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, en tant qu'économiste, comment avez-vous perçu les nouvelles qui ont été données donc, le samedi 21 décembre dernier par le chef de l'État Alassane Ouattara? Professeur Akabrou. Oui, merci M. Adama de m'avoir invité. Je remercie le professeur Tchétché Nguessan qui m'a formé. Donc, c'est l'élève et son maître. Donc, je voudrais vous dire que c'est un projet qui date des années 60. L'échéance 2020 a été lancé depuis 1983 et on constate que ce projet a été reporté à plusieurs reprises et ces derniers temps, on enregistre une accélération de la mise en œuvre de ce projet. Je pense qu'on a été pris de court, je pense, et il fallait donc préparer la population, mais c'est un bon projet, je pense qui mérite d'être mis en œuvre. Professeur Tchétché Nguessan, oui. Je voudrais que vous abordiez la question de l'opportunité de cette mesure. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour demander l'autonomie du franc CFA. Aujourd'hui que c'est fait, est-ce que c'est opportun? Bien sûr, c'est opportun. C'est une décision que moi, personnellement, je reçois avec satisfaction, mais avec gravité en même temps. Parce que mon ouvrage que j'ai publié en 1996, Gouvernance et politique monétaire, à qui profitent les banques centrales de la zone franc, dans cet ouvrage, tout ce qui est décidé aujourd'hui était déjà préconisé. J'avais proposé qu'on mette en place un comité de politique monétaire à la Banque centrale et j'avais dit qu'il était bon que les Français qui siègent au comité de politique monétaire, qui siégeraient au conseil du comité de politique monétaire, se retirent pour que les Africains assument davantage de responsabilités. Donc c'est opportun. Ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est que les opinions publiques sont entendues. En notre temps, on était quelques universitaires, mais aujourd'hui, les opinions publiques sont entendues et je pense que les chefs d'État ont pris une très bonne décision et je crois que c'est l'opportunité de féliciter le président de la République
président de l'UEMOA, qui a vraiment joué de son expérience pour que cette transformation, ce changement se fasse de manière amicale. Parce que la France a adhéré aussi à ce changement. Et donc, c'est vraiment important. Tout à fait. Le président Macron a donné son accord quant aux autres dispositions qui ont été prises par les chefs d'État. Nous y reviendrons. Mais on sait que le compte d'opération accueillait et recevait donc au début près de 80% des avoirs des pays africains. Ça a évolué jusqu'à 65% pour se retrouver à 50% ces dernières années. Mais c'était en même temps la garantie de la convertibilité du franc CFA. Est-ce que cela ne va pas poser un problème? Non, ça ne va pas poser de problème parce que, voyez-vous, vous voulez que je vous dise la vérité, la garantie de la convertibilité n'a jamais joué. Depuis 1962, les Africains ont déposé 80%, 65% et 50% de leurs réserves au compte d'opération, mais la garantie de convertibilité n'a jamais joué. Pourquoi? La seule fois où ça devait jouer, c'était en 1994. Et en 1994, au moment où ça devait jouer, la France a recommandé aux Africains d'aller au Fonds monétaire international. C'est ce qui a entraîné la dévaluation du franc CFA. Donc, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait problème. Professeur Akabrou, il a annoncé la fermeture du compte d'opération qui est logé donc au Trésor français. Oui. Je voudrais emprunter cette image. C'est comme le citoyen qui a son compte dans une banque et qui décide désormais de disposer de la pleine utilisation de ses avoirs, donc de fermer son compte pour avoir son argent. Est-ce que cette image est juste? Oui. En fait, désormais, les réserves d'échange seront la propriété de la Banque centrale. Autrefois, c'était la propriété du Trésor français. Donc désormais, la Banque centrale sera libre de les placer là où elle le souhaite. Alors comment on va gérer donc ces fonds de réserve-là? En fait, les réserves d'échange permettent de payer les exportations ou bien de donner la contrepartie en termes de sortie de capitaux. Donc, la Banque centrale va placer ça dans des banques partenaires, dans des banques centrales. Ça peut être à la Banque centrale européenne, en Chine ou bien aux États-Unis. Mais il faut trouver des banques partenaires où placer cet argent en vue de faciliter les paiements. Ah, d'accord. Les fonds sont estimés aujourd'hui à plus de 8500 milliards de francs CFA, les réserves dans le compte d'opération. Lorsque on fait revenir ces fonds, où faut-il les loger ou bien quelle structure faut-il créer pour en assurer la gestion? Non, mais le professeur Brou l'a dit. Les pays africains peuvent... le nom qui revient souvent, c'est la Banque de règlements internationaux. Et donc, mais en fait, il y a plusieurs solutions. Et ça, c'est les techniciens qui vont décider le moment venu. Mais sinon, les pays africains ne plaçaient que 50% de leurs réserves. C'est-à-dire que les autres réserves, ils les géraient eux-mêmes. Oui, c'était pour leurs dépenses courantes. Oui, mais ils les géraient, ils avaient des comptes. Oui. Ils ont des comptes à la BCAO et à l'international, dans d'autres institutions internationales. Donc, c'est simplement consolider ce qu'ils faisaient avant. Donc, il ne devrait pas avoir de problème majeur. Il ne devrait pas avoir de problème, voilà. Mais toujours est-il que pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies, ces pays ont vécu un système de tutorat. Aujourd'hui que ces pays prennent leur autonomie, est-ce qu'il y a des chances que la gestion puisse être efficiente? C'est une question de tout temps. On ne peut pas vouloir l'indépendance et ne pas être sérieux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est une décision que je prends avec beaucoup de gravité parce que les Africains viennent de prendre le pari d'être davantage responsables. Concrètement, si vous avez bien suivi, il a été dit que la France avait accepté de continuer d'assurer la convertibilité de francs CFA. Mais avec quelle contrepartie? Puisqu'ils n'ont plus vos réserves. Pourquoi vous voulez qu'ils continuent d'assurer la convertibilité de votre monnaie? Donc les Africains doivent prendre les dispositions, tout en prenant leurs réserves, d'assurer eux-mêmes la convertibilité de leur monnaie. D'accord. Il y a un fonds des réserves dont on ne parle pas souvent. Ce sont les réserves d'or qui se trouvent, elles, à la Banque de France. Ces dispositions ont-elles des conséquences sur ces réserves d'or à la Banque de France? Professeur Akabrou? Normalement, oui. Dans l'accord, tout n'est pas précisé. On ne sait pas quels sont les mécanismes de garantie. Il y a des choses que le public ne sait pas. Donc tout n'est pas dévoilé. Je pense qu'il y aura des répercussions et ça devrait se négocier encore pour qu'il
une partie des réserves ou bien tout revienne à la Banque centrale. Mais j'imagine que ça ne sera pas facile parce qu'on peut imaginer que le Trésor français qui dispose de ses réserves, en les retirant, ça fait un mec en gagner pour lui. Donc, je pense que ça ne sera pas facile, mais il faut négocier pour que les réserves reviennent à la Banque centrale. Mais étant donné qu'on demande encore la garantie de la France pour garantir la nouvelle monnaie, je pense qu'il y a des contreparties. Il ne faut pas penser que ça sera gratuit. Professeur, votre opinion sur les réserves au niveau de la Banque de France? Non, mais l'or, vous savez, il y a un grand économiste qui disait que l'or, c'est une relique barbare. C'est-à-dire que par le passé, on parlait de l'étalon or. C'est-à-dire que les monnaies reposaient sur l'or, leur convertibilité. C'est la référence. Ensuite, on a pensé qu'on ne pouvait pas fonder le développement d'un pays sur la découverte de l'or qui relevait de la nature. C'était trop aléatoire. Et donc, aujourd'hui, le dollar joue ce rôle-là. Mais en réalité, ce qui garantit la gestion d'une monnaie, le sérieux d'une monnaie, c'est la qualité de la gestion. Si vous gérez bien votre économie, si vous gérez bien vos ressources, si vous gérez bien l'environnement politique, vous avez une monnaie qui est solide. Tout est lié en réalité. Parce que vous ne pouvez pas vous battre tout le temps et puis espérer avoir une monnaie solide. L'argent a horreur du bruit. Donc il faut que les Africains en tirent les leçons aujourd'hui. Aujourd'hui, le Burkina est pratiquement en guerre, le Mali est pratiquement en guerre, le Nigeria est pratiquement en guerre. Il faut tenir compte de ces problèmes-là pour aspirer à avoir la souveraineté monétaire. C'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la souveraineté, il faut la rechercher, mais en gérant tous les autres problèmes-là, de manière qu'il y ait une certaine cohésion. Nous nous sommes rendus dans les rues d'Abidjan pour recueillir les avis des Ivoiriens sur les réformes de l'UEMOA. Ils se sont exprimés au micro de Mamadou Kouassi. C'était dans le temps un tabou. Mais si aujourd'hui on a pu aborder ce sujet, quel que soit ce que les gens vont dire, mais je crois que c'est un début de libération de notre économie. Parce que tout le monde a décrié ça. Les francs CFA, c'est une monnaie coloniale. C'est une monnaie des Français. Si même on pouvait fabriquer cette monnaie-là ici en Afrique, ça va faire une bonne chose. Ça ne doit pas se fabriquer même en France, ça doit se fabriquer ici sur place. Moi, ce n'est pas le changement qui m'importe, c'est la valeur du changement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est les mêmes valeurs? Ce n'est pas lourd. Donc, que ça ne change pas, peu importe. Hein. Nos craintes, c'est de jouer sur les inflations. Bon, il nous a rassuré que la monnaie sera soutenue par l'euro. Et donc, il n'y a pas de risque d'inflation. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça sera parrainé par l'euro. Donc, on est un peu inquiet. Est-ce que ce n'est pas encore un grand-père du franc CFA? Sinon, on est content. Professeur Tchétché Nguessan, véritablement, par rapport à ce que nous venons d'écouter, les Ivoiriens se demandent si ce n'est pas du nouveau qu'on veut faire avec du vieux. Est-ce qu'il y a un changement fondamental? Bien sûr. Il faut être assuré du fait qu'on vient d'engager un changement profond. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que les Français ne siègent pas au comité de politique monétaire, c'est déjà un changement majeur. C'est-à-dire que les pays membres de l'UEMOA vont décider par eux-mêmes et seuls la nature de l'orientation de leur politique monétaire. Alors. Par ailleurs, il faut bien savoir qu'il y a des... C'est vrai que c'est un processus, il faut bien qu'on c'est un processus. Donc il faut aller plus loin maintenant avec des positions concrètes. De toutes les façons, les grandes décisions, enfin les grands mécanismes demeurent. La libre transférabilité des capitaux, ça demeure. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir une parité fixe avec l'euro qui est important, c'est important, mais ce qui est plus important et qu'on devrait penser à traiter, c'est l'ajustement du taux d'échange si c'est nécessaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme précis pour ajuster le taux d'échange. C'est ça qui est la vraie révolution. D'accord. Ça veut dire qu'on a parlé de parité, de fixité. Oui. De cette parité. Oui. On va maintenir 1 euro à 655 échos. Oui. C'est toujours la même parité. Il n'y a pas de changement à ce niveau. Oui. Alors, on va avoir une monnaie qui est tout à fait souveraine. On demande la convertibilité, la garantie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? Non, mais je vous rassure là-dessus. La garantie de la monnaie, ce sont les Africains qui l'ont toujours faite eux-mêmes. Et il faut qu'ils assument cela.
Et je dis qu'en 1994, où ils étaient vraiment en difficulté, ils ont dû recourir au Fonds monétaire international. C'est un mécanisme international. En 1994, avec la dévaluation du franc CFA, le 12 janvier. C'est-à-dire qu'en 1994, soit la France mettait à notre disposition des ressources et on ne dévalue pas, mais la solution qui a été choisie, c'est d'aller vers le Fonds monétaire. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que ça veut dire que désormais, si on a ce type de problème, il faut qu'on gère ça avec le Fonds monétaire international. Alors, mais vous proposez quoi? On maintient la parité actuelle, c'est-à-dire les 655, ou on apprécie ou on déprécie la monnaie? Non, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a une parité fixe, c'est une bonne chose. Oui, la parité fixe ne garantit pas que les proportions actuelles soient maintenues. Je suis d'accord, mais on vient de prendre une décision majeure. 3 décisions majeures. Le nom, la fermeture du compte d'opération et la sortie de nos partenaires français du comité de politique monétaire. Tout à fait. Il faut aller étape par étape, parce que la monnaie, c'est très sensible. Si les agents économiques ne sont pas rassurés par les décisions qui sont prises, vous-même, vous allez commencer à prendre vos ressources et les envoyer en France. Donc, il faut éviter la fuite des capitaux. Ceci étant, par rapport à ça, on maintient la parité de la monnaie entre l'éco et l'euro. Mais ce que je dis, si demain, l'état de la nature change et qu'on a besoin d'ajuster notre parité, par quel mécanisme c'est fait? Ça, on n'en a pas parlé. Et c'est le plus important. Votre avis, professeur Akabrou? Oui, effectivement, le taux d'échange étant toujours fixé à l'euro, dans la mise en œuvre de la politique monétaire, rien n'a changé. Donc, ce qu'on gagne en fixant le taux d'échange de l'euro à l'euro, c'est qu'on continue tout d'avoir les mêmes avantages qu'on avait, le franc CFA, et les mêmes inconvénients, puisqu'on ne pourra pas utiliser la politique monétaire pour relancer l'économie. Donc, l'appréciation de l'euro, peut-être qu'on va en parler, va entraîner mécaniquement une appréciation de l'éco jusqu'à ce qu'on modifie, jusqu'à ce que les autres pays entrent et qu'on bascule à un taux d'échange flexible. En tant que spécialiste, en tant qu'expert, je voudrais quand même votre opinion là-dessus. La monnaie, l'euro, par rapport au CFA aujourd'hui, qui est considéré comme une monnaie forte, décourage, vous le savez, les exportations. Alors, est-ce qu'il faut rester dans les termes de la parité qui existe actuellement? Pour le moment, je pense que garder le taux d'échange fixé. Et c'est ce qui a provoqué la dévaluation de 1994. Pour éviter les risques de spéculation, je pense que c'est une bonne décision de maintenir pour le moment le taux d'échange à l'euro. Mais lorsque les autres pays entreront, je pense qu'ils n'accepteront pas de garder la tutelle de la France, puisque la France garantit cette monnaie. Je pense parce que ces pays-là sont habitués à une façon de gérer leur monnaie, une liberté. Je pense qu'ils vont exiger qu'on bascule à un taux d'échange flexible qui est un peu beaucoup plus favorable aux relances économiques. Alors, vous l'avez dit, vous avez entendu, le président Macron accepter les requêtes des pays de l'UEMOA. Récemment, un universitaire faisait le parallèle avec cette situation lors de la tournée du général de Gaulle, qui demandait aux Africains de choisir entre la communauté et l'indépendance. Aujourd'hui, la France donne cette indépendance monétaire-là. N'y a-t-il pas quelque chose derrière? N'y a-t-il pas des craintes, des risques? Non, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire que la tournée du général de Gaulle pour la communauté et la situation actuelle... Oui, c'était la politique. Aujourd'hui, on parle de la monnaie. Aujourd'hui, l'opinion publique africaine a besoin de retrouver une certaine dignité. C'est-à-dire, à chaque peuple sa monnaie. Et donc, l'opinion publique, surtout la jeunesse africaine, a demandé... Et nous, avant eux, moi, ça fait... Avec raison? Ça fait 20 ans. Avec raison, parce que un peuple, le développement se fait par l'apprentissage. On ne se développe pas par l'extérieur. Nos amis français nous ont aidés, c'est une très bonne chose. Ça fait 60 ans qu'ils nous aident. Mais une vraie aide doit avoir une échéance. Je t'aide jusqu'à tel moment, tu prends ton autonomie. Vous avez suivi le processus de création de l'euro. Peut-être une dizaine d'années avant, on crée l'euro, et on a vu les étapes et on sait qu'à un moment donné, on crée l'euro. Les Français nous aident, c'est une bonne chose, mais on aurait dû intégrer le fait qu'à un moment donné, on prend notre autonomie. Mais on s'est mis dans une situation où on n'envisage pas d'être autonome nous-mêmes un jour. Or, le développement se fait par soi-même, par les échecs, par les succès. C'est une très bonne chose qu'on ait pris la décision. Les Français ont entendu le cri de la jeunesse africaine
et même des chefs d'État, certains chefs d'État, et des universitaires. Je vous dis, depuis 30 ans, 40 ans, nous, on bataille pour cela. Donc si on a été entendu aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça n'a rien à voir avec la communauté. La France, autant de la communauté, voulait que tout le monde soit dans la communauté. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. C'est une réponse sincère, vous êtes en train de dire. C'est une réponse sincère, parce que les Français eux-mêmes, ils ne se contentent plus des pays francophones. Vous voyez, dans la francophonie, les Anglais rentrent dedans, les Espagnols. Et donc, nous, on se trompe si on se focalise seulement sur la France. Les Français doivent rester nos partenaires. Parce que ce sont nos partenaires historiques. On a la même langue d'où. Donc, ce sont des partenaires stratégiques. Mais on doit élargir le cercle de nos amitiés. C'est la mondialisation qui le veut. Et les Français sont les premiers à nous donner la leçon. Regardez la francophonie. Il n'y a plus que les pays français. Il n'y a plus que les pays français. Francophones, pardon. Il y a des Anglais qui sont rentrés, il y a des Espagnols qui rentrent, etc. Même le Nigeria font partie de la francophonie. Professeur Akabrou, on sait qu'une monnaie ne vaut que ce que vaut l'économie. Aujourd'hui, est-ce que les pays de l'UEMOA et partant les pays de la CEDEAO ont une économie assez forte pour soutenir cette monnaie-là, pour qu'elle ait plus de force sur le marché? En fait, la plupart des économies de l'UEMOA sont déficitaires en termes de balance courante. Ce qui pèse normalement si le taux d'échange fluctuait allait entraîner une forte dépréciation de leur monnaie. Le fait de maintenir le taux d'échange à l'euro est bénéfique pour ces pays-là. Ça les protège contre les chocs exogènes. Mais à terme, je pense que ce n'est pas une bonne chose. La garantie véritable d'une économie, c'est le poids économique. Donc, nos pays doivent réformer leur économie en profondeur afin d'exporter plus pour soutenir leur monnaie. C'est ça la véritable garantie. Sinon, ce n'est pas une garantie d'un pays tiers. Il y a des préoccupations qui ont été soulevées, les risques d'inflation, la même valeur. On sait qu'il y aura une transition, passer du franc CFA à l'éco. On sait aussi que les transitions sont synonymes de sensibilité, de fragilité. C'est comme l'atterrissage ou le décollage d'un avion. Alors, quels sont les risques que courent les pays et comment les corriger, professeur Tchétché Nguessan? Non, je ne pense pas qu'il y ait de risques. Parce que, voyez-vous, quand l'euro va advenir, c'est la même banque centrale, la BCAO. Je parle de l'euro entre les pays de l'UEMOA. Parce que c'est d'abord entre les pays de l'UEMOA. L'éco, d'abord entre les pays de l'UEMOA et après, ça va être étendu. Dans ce cadre-là qui se fait maintenant, la BCAO sera toujours la banque centrale, le comité de politique monétaire sera tout le même, la politique monétaire sera la même, l'inflation sera toujours ciblée. Donc, je ne pense pas qu'au niveau de l'inflation, il y ait des problèmes. D'ailleurs, l'inflation est trop faible aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Donc, à ce niveau-là, il ne devrait pas avoir de soucis. Moins de 3%. Moins de 3%, c'est trop faible pour des pays africains qui ont besoin de se développer. Donc, les pays africains devraient être rassurés. Il n'y a pas de risque à Kabrou? Non, il n'y a pas de risque, puisque déjà, le président de la République a dit que le taux ne va pas changer. Donc, un euro plutôt sera égal à 655,9575 éco. C'est la même chose que le franc CFA. Donc, déjà, les investisseurs, c'est pour rassurer les investisseurs en vue d'éviter les risques de spéculation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque. C'est lorsque le risque peut advenir, lorsque on va passer du franc, de la parité fixe à la parité flottante, lorsque les autres pays, Ghana, Nigeria, rentreront dans l'éco, qu'il peut y avoir un risque de fluctuation importante. Je voudrais qu'on parle un peu de... Oui, allez-y. Non, je vais vous donner des précisions là-dessus. L'inflation a deux sources essentiellement. La source intérieure et la source internationale. La source intérieure, c'est que la Banque centrale émet une quantité de monnaie excessive, disons. À l'international, c'est que le taux de change est tellement faible que les importations coûtent cher. Donc, on a une inflation importée. Or, vous venez de dire vous-même que l'euro est fort. Donc, ça veut dire que les importations sont moins chères par rapport à ce qu'ils devraient valoir. Donc, du point de vue de l'extérieur... Mais ça n'encourage pas les exportations. Oui, d'accord, mais il y a un avantage à importer. Parce que quand vous devez importer des médicaments, vous êtes content que ce ne coûte pas vraiment cher. Parce que si ça se déprécie... Le rôle de l'économie, c'est de pouvoir produire aussi et puis exporter pour bénéficier... Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il s'agit d'exporter, d'accord, mais je veux dire que l'exportation ne dépend pas de la monnaie seulement. Si vous fabriquez des produits de qualité, quel que soit le prix, vous allez exporter. D'accord? Par contre, si le taux d'échange est très faible, les machines que vous allez importer pour produire, les machines vont coûter très cher. Donc, du coup, vous allez imputer ça aux produits que vous allez fabriquer, l'inflation, et les médicaments vont coûter cher. Vous parlez des facteurs de production? Bien sûr. Les machines, les intrants vont coûter plus cher.
Et donc, naturellement, celui qui a produit avec ces éléments-là, il va facturer plus cher, donc l'inflation. Donc, je veux dire que de ce point de vue, par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas de risque d'inflation. Je vous donne ces détails pour vous rassurer là-dessus. D'accord. Et quel pourrait être le calendrier depuis le 21 décembre, lors de la déclaration historique, je l'ai dit tout à l'heure, d'Abidjan, oui. Quel peut être le déroulé désormais jusqu'à juillet 2020 où les premiers billets, je crois, sont annoncés? Moi, je pense qu'il ne faut pas que les chefs d'État cèdent à la pression. Parce que vous pensez qu'il y a la pression? Il y a la pression de la rue, bien sûr. Vous voyez sur les réseaux sociaux les leaders des ONG qui disent que c'est le signe de la colonisation, il faut prendre l'indépendance. Mais on ne parle pas du même endroit. Quand un universitaire parle, il parle d'université. Mais quand un chef d'État parle, il parle de la présidence. Et donc, les deux ne parlent pas du même lieu. Et donc, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Les références ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes et les conséquences de la parole n'est pas la même. Ce que le président Ouattara dit a des conséquences plus importantes que ce que Tchétché Nguessan dit à l'université. Et donc, je ne souhaite que les chefs d'État, ils ont pris la décision courageuse, historique. C'est une décision à saluer. Maintenant, dans la mise en œuvre, il faut qu'ils se donnent le temps et les moyens pour s'assurer qu'on aura les résultats qu'on recherche. Il faut aller à son rythme. Oui. En fait, les questions monétaires sont des questions à la fois politiques et techniques. Je pense que les chefs d'État ont pris une décision courageuse pour s'engager dans cette réforme. Il faut prendre le temps qu'il faut pour mener à bien cette réforme-là. Alors, on a été habitué jusqu'à présent à la politique budgétaire. C'est l'instrument qui a été utilisé. Aujourd'hui, on est face à une politique monétaire. Les pays vont expérimenter la politique monétaire désormais. Professeur Tchétché Nguessan. Avant de répondre à cette question, je voulais être bien entendu sur la question précédente. Quand je dis qu'il faut qu'ils prennent le temps, ça ne veut pas qu'il ne faut pas attendre aussi 2 ans. Hein? Quel est le temps raisonnable, professeur? Non, je pense qu'au plus tard, en 2021, il faut qu'on voit les résultats. Il faut qu'on voit la monnaie éco. Hein? Il faut le faire de manière raisonnable, mais on a fait l'annonce, la population a des aspirations, on attend, les agents économiques attendent. Donc, au plus tard, je pense que 2021, il faut qu'on voit les choses se produire. Il ne faut pas qu'on attende éternellement. Ceci dit, on ne peut pas faire l'injure à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de ne pas avoir de politique monétaire. On en a déjà. Ce n'est pas un instrument qui était utilisé lorsque... Non, mais ça, c'est ce que l'opinion publique dit, mais c'est utilisé. La politique monétaire est utilisée. C'est ce que les gens disent. Seulement, la décision a été prise de mettre en place une banque centrale indépendante qui s'interdit de financer les États. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique monétaire. Il y en a. Il y a une politique de taux de réescompte. Il y a des taux de réescompte, il y a des taux de réserve obligatoires. La politique monétaire existe. Ça existe. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de politique monétaire. Il y en a. Peut-être que la marge de manœuvre n'était pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on avait nos partenaires français qui siégeaient avec nous, donc qui donnaient leur point de vue et donc on était plus prudents. D'où ce taux d'inflation de 3% qui est vraiment très très faible pour un pays en voie de développement. Dernière question pour terminer rapidement. Oui, allez-y. Non, mais vous parlez de la politique budgétaire. Oui. Pour dire la vérité, avoir une monnaie commune sans une politique budgétaire commune, c'est une erreur. Voilà, pour être bref. D'accord. Comment vous voyez l'espace UEMOA et comment est-ce qu'on peut basculer de l'éco UEMOA à l'éco CEDEAO? Professeur Brouaka. Déjà, il faut que tous les pays respectent les critères de convergence. Jusqu'à présent, c'est les pays de l'UEMOA qui respectent les critères de convergence. Ces critères n'existent qu'au sein de l'UEMOA? Non, c'est pour tous les pays. Ça s'étend désormais à la CEDEAO? Oui, ça s'étend à la CEDEAO. Donc, les pays doivent avoir au moins 3% de pays, au plus 3% de déficit budgétaire, au plus 10% d'inflation, avoir au plus 70% de dette en pourcentage du PIB. Donc il y a un certain nombre de critères, les critères de premier rang et de second rang, que tous les pays doivent respecter pour que on bascule de l'éco UEMOA à l'éco CEDEAO. Donc tous les pays doivent respecter les critères de convergence. Et donc ça va prendre un peu de temps parce que la plupart des pays hors CEDEAO et UEMOA ne respectent pas les critères de convergence. Donc c'est ce que le président Ouattara dit, qu'il faut que, au fur et à mesure que les pays vont respecter, ils pourront intégrer. Il y a quand même, professeur, un gros morceau, le Nigeria, qui a souvent hésité parce que disposant quand même de 70% du PIB de la CEDEAO,
et de plusieurs millions de consommateurs. Est-ce que vous avez de l'espoir que le Nigeria va suivre facilement ce processus? Bon, le Nigeria, on n'a pas la même culture. Le Nigeria a une culture d'indépendance et pour le Nigeria, tant que les pays de l'UEMOA ne rompent pas définitivement avec la France, ce sera difficile. Mais je voulais saisir l'opportunité de cette question pour dire que le pays qui joue, pour lequel l'enjeu est de taille, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente près de 40% de l'économie de l'UEMOA et faire monnaie avec le Nigeria, qui est 10 fois, dont le PIB est 10 fois celui de la Côte d'Ivoire, c'est un enjeu de taille pour la Côte d'Ivoire. Et donc, si je peux me permettre, c'est de dire vraiment aux autorités ivoiriennes, et je sais qu'elles le sont déjà, d'être particulièrement vigilants sur la création de l'euro, de l'éco-CEDEAO. D'accord. On va terminer sur ces notes. Un moyen de paiement, une unité de compte et une réserve de valeur, ce sont là les trois fonctions de la monnaie qui tiennent lieu de définition de cette notion. L'UEMOA s'engage désormais dans une nouvelle aventure sur le plan monétaire et nous avons eu du plaisir à décrypter sur ce plateau cette actualité en compagnie des professeurs Akabrou et Tchétché Nguessan. Bonne soirée et à très bientôt.